Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première table ronde euh, qui a pour thème la bande dessinée. Je suis ravi d'accueillir Julia Billet. Julia, vous êtes romancière, Oui. scénariste pour la jeunesse. Je reçois aussi Jean-David Morvan, scénariste. Très important. Enfin voilà, moi je suis libraire je suis libraire de bande dessinée et voilà, vos œuvres m'ont suivi en tant que lecteur et puis maintenant en tant que professionnel. Et puis on reçoit aussi Tom Oreille Bonjour. qui a un album qui sort au printemps, un premier album, Le Souffle du Géant. Donc on va être là ensemble pendant 45 minutes pour parler de bande dessinée, pour parler de bande dessinée jeunesse. Ma première question, elle est pour vous, Julia, elle est pour vous aussi, Jean-David, puisque c'est vos bandes dessinées La Guerre de Catherine et puis Irena qui a pour thème la Seconde Guerre mondiale. Et j'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment à des enfants aux plus jeunes. Julia, peut-être. Alors, je pense que le fond historique est effectivement la Seconde Guerre mondiale, puisque mon héroïne va être une enfant cachée, juive, et va être une enfant cachée pendant la guerre. En même temps, je ne raconte pas tant la guerre que comment vivre au quotidien cette guerre. Je crois que ce qui m'intéressait, c'était, pour en avoir parlé peut-être déjà avec des gens qui ont vécu la guerre, même aujourd'hui, enfin, je parlais avec un monsieur syrien et qui me disait que lui, ça faisait 40 ans qu'il vivait dans la guerre et qu'il faut bien vivre. On a un quotidien de la guerre aussi. Et je crois que c'est peut-être cette guerre-là, celle qui est omniprésente, mais qu'on ne voit pas forcément. On voit pas dans cette BD, dans ce roman, on ne voit pas de militaire, on ne voit pas d'armes, mais la guerre est omniprésente. Alors que vous, Jean-David, vous dressez le portrait d'Irena Sendelerova, bien tenté, qui était une travailleuse sociale en Pologne et qui a fait sortir des enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ouais, 2500, c'est pas rien. C'est pas rien. Et justement, pourquoi aborder ce personnage, cette femme, juste parmi les justes? C'est une longue histoire, alors je vais essayer de la résumer. Depuis que je suis jeune, je suis fan de Bernard Lavilliers. On a l'impression que ça n'a aucun rapport. Mais dans une chanson de Bernard Lavilliers, il parle du ghetto. Donc pendant toute ma vie, je me suis demandé ce que c'était un ghetto. Donc c'est une question, depuis que je suis gamin, qui m'a harcelé, on va dire. Je me suis toujours posé cette question. Il y avait un autre mot qui me touchait comme ça, c'était le mot sillage. J'en ai fait une autre série, mais alors, bon, là c'est Irena. Et donc j'avais ce mot ghetto, ça m'a toujours intéressé. Un jour, il y a peut-être 6 ans, il y avait, ou 7 ans, je suis assez nul en date, il y avait une superbe exposition au Mémorial de la Shoah sur les ghettos. Donc rien qu'en voyant le titre, j'ai eu envie d'y aller. Donc j'y suis allé, c'était une exposition de photos et de textes, mais surtout de photos d'Hugo Jäger, qui est des photographes d'Hitler, qui était allé documenter les ghettos en Pologne pour montrer à son chef comment c'était bien. Et donc, il demandait aux gens à l'intérieur de sourire pour prendre les photos. C'est quand même une impression assez étrange de demander aux condamnés à mort de sourire. Donc, ça fait vraiment une ambiance incroyable. C'était un grand photographe, Hugo Jäger, et bon, il passera pas à la postérité parce qu'il n'était pas trop du bon côté de la chose, mais en tout cas, intéressant photographe. Et ça m'avait touché, mais j'avais envie du coup de raconter quelque chose entre le mot ghetto, entre ça, bon, tout ça s'est mélangé. Mais je savais pas comment faire, parce que je suis moi-même pas juif, j'ai perdu personne dans les camps de concentration ni rien. Donc je me disais, je peux pas raconter une petite histoire, parce que paradoxalement, chacun des scénarios que je pourrais imaginer sera plus petit que l'histoire dans laquelle il se déroule. Donc est-ce que je peux vraiment raconter ça? Je cherchais vaguement, et puis un jour, mon premier éditeur, qui s'appelle Jean-Claude Camano, historiquement, a posté un post sur Facebook sur Irena Sendler, on peut dire Sendler ou Sendlerova.
Et ça m'a semblé vachement intéressant. Il y avait plein de trucs faux parce que c'était un hoax, mais quand j'ai regardé, j'ai vu que les choses vraies étaient plus intéressantes que les choses fausses. Et je me suis dit, voilà, elle avait le droit de rentrer dans le ghetto et je vais rentrer avec elle, en gros, pour simplifier. Il faut avouer que quand j'ai dit aux éditeurs pour la première fois, je voudrais faire une BD jeunesse sur le ghetto de Varsovie, ils n'ont pas très bien compris ce que je voulais faire. Donc, ça a été un peu long à expliquer, mais finalement, on y arrivait. Et donc, justement, dans la BD, vous montrez comment elle fait sortir ses enfants et de la violence qui est omniprésente pour ses enfants. Et c'est là aussi qui est intéressant, c'est jusqu'où on s'arrête sur la violence dans un récit pour enfants. Parce que voilà, moi, il y a nous à la librairie, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on la met vraiment en jeunesse ou est-ce qu'on la met en BD historique? Parce qu'il y a des scènes dures, dramatiques évidemment, et comment est-ce qu'on aborde ça justement dans le travail? C'est une question intéressante. Alors on a déjà mis la BD au niveau des enfants, on trouvait que c'était intéressant parce que les enfants s'habituent paradoxalement plus vite que les parents à une situation nouvelle. Donc je trouvais que c'était à la fois très intéressant et en même temps horrible de se dire que pour eux ça devenait une vie normale, la vie du ghetto. Donc ils pouvaient quand même rigoler, s'amuser, sourire et même avoir des rêves, alors qu'a priori c'était pas fait pour ça. Donc je trouvais que c'était un moyen intéressant d'aborder la chose. Si on avait abordé cette histoire du ghetto sans espoir, ça n'avait aucun sens, et les gamins finalement, Irena apporte de l'espoir, donc c'était quand même une bonne contrepartie. Et donc j'ai voulu à un moment de l'histoire, qui était déjà pas très rigolote, faut avouer, mais montrer que c'était très très dangereux cette période, parce que les gens sont censés le savoir. Mais bon, quand même, dans une histoire, il faut en parler. Donc, j'ai voulu parler des Einsatzgruppen, qui étaient les commandos allemands qui allaient faire la Shoah par balle. Donc, c'est-à-dire qu'aller dans les villages plutôt des pays baltes, aussi en Ukraine et tout ça, tuer les juifs, les récupérer chez eux et les tuer dans des fosses communes et puis mettre de la chaux dessus. Et je me suis dit, c'est important qu'on ressente ça, qu'on puisse savoir que le boulot qu'elle va faire de sauver des enfants est très dangereux. Alors, les nazis font un peu soldats d'opérette, on a l'habitude de leurs uniformes, mais quand même qu'on montre que le lecteur ressente le danger de la chose. Donc j'ai voulu raconter cette histoire et je pensais qu'avec le dessin de David Évrard, que j'avais pas choisi, mais on avait décidé de travailler ensemble sur cette BD, parce que je me disais qu'avec un dessin réaliste, ça passerait pas, on serait bloqué plus vite dans les scènes, c'est-à-dire je pourrais aller moins loin paradoxalement dans les scènes avec un dessin réaliste, et on se disait avec ce dessin-là, on pourra sans doute raconter plus la violence, la dureté, aller plus loin dans l'émotion, dans la force, sans donner envie de vomir aux gens et qu'ils referment le livre. L'idée, c'est qu'ils continuent à lire, évidemment, et donc je m'étais dit, cette scène des Einsatzgruppen avec le dessin de David, on peut le montrer en frontal, on pose la caméra à hauteur d'œil et puis on filme. Et quand j'ai reçu les storyboards, moi-même, j'avais du mal à le lire, c'était horrible et c'était terrible. Donc je me suis dit, on peut pas raconter ça comme ça, donc cherchons comment. Donc pendant 3 semaines, on a cherché et on a fait un truc assez simple. Finalement, on s'est mis au niveau des pieds des personnages et on ne montre la scène qu'au niveau des pieds de tout le monde, et la scène fonctionne très bien. Donc elle est dure, elle est hyper dure, et en même temps on peut la lire. Donc ça c'est important, et finalement c'est comme ça qu'on a fait tout le temps. Non pas qu'on a toujours mis la caméra au niveau des pieds, au bout d'un moment c'était chiant, mais on s'est dit on peut tout raconter, mais il faut trouver comment on va le raconter. Donc à chaque scène, trouver un nouveau moyen de raconter. C'est pareil aussi dans la guerre de Catherine, où vous disiez je veux dire que la guerre était en filigrane, pourtant elle est présente régulièrement, notamment avec ce résistant qui part pour une opération de longs mois et qui revient blessé. Donc c'était aussi une volonté de pas la montrer, beaucoup moins que dans Irena, mais pourtant de la laisser omniprésente, j'ai envie de dire. Oui, elle est. En fait, ma mère était une enfant cachée. Elle était plus petite que mon héroïne, mais elle a quand même traversé la guerre. Et bien évidemment, elle est ressortie très traumatisée de toute cette période. Et en même temps, elle n'a jamais rien vu. Ce qui s'est passé, c'est plutôt ce qu'elle n'a pas vu qui l'a terrorisée toute son enfance, puis une grande partie de sa vie.
Par exemple, être sortie et quand elle revient, d'autres enfants ont été embarqués, elle n'a rien vu. Et en même temps, les enfants ne sont plus là. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cette histoire-là de comment la guerre peut être omniprésente, peut être totalement là, justement parce qu'on ne la voit pas, enfin pas parce que, mais et on ne la voit pas et on n'entend pas, et pourtant elle est tout le temps là. C'est-à-dire qu'une erreur dans la façon de se présenter, en donnant pas son prénom de guerre, mais son vrai prénom, son vrai nom de famille, c'est se mettre dans un danger extrême. Et ça, on le sait, les enfants savent, hein. D'ailleurs les enfants le savent, et même les plus petits, en fait, même ma mère qui était petite, s'est jamais trompée de prénom. Voilà, oui, il y a des conséquences dramatiques sur une hésitation. Et donc peut-être que c'est ça que moi j'ai eu envie de raconter aussi. C'était comment est-ce qu'on vit, en tout cas comment ces jeunes gens vivent la guerre, comment ils la traversent. Comment ils traversent aussi, c'est un moment de leur vie où ils grandissent. Hein. Enfin, mon héroïne devient une jeune adolescente, une préadolescente, et devient presque une jeune femme. Donc c'est comment aussi on se construit dans un monde qui est en plein chaos et qui pourtant est toujours... c'est une construction dans le chaos qui existe aussi, donc peut-être c'est ça que j'avais envie de montrer. Et je pense que Claire Fauvel, justement, dans le choix des couleurs, dans ses cadres, etc., a réussi à ne pas dire, mais à laisser entre deux images parfois l'inquiétude. Moi, je confirme, hein, ça marche très bien. C'est une chouette BD. Et ça, je reconnais exactement ce que vous dites. Donc. Merci. Justement sur la construction, c'est aussi un peu l'histoire de votre première bande dessinée, Tom, la construction des deux héroïnes, enfin de leur voyage. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu du souffle du géant qui apparaît, je le rappelle, au mois d'avril? C'est ça, donc c'est une BD qui va sortir le 7 avril chez Sarbacane. Donc en fait c'est une BD jeunesse dans un univers fantasy. Donc le pitch de base, c'est deux sœurs qui maîtrisent une forme de magie, qui veulent trouver des géants, parce que dans ce monde-là, il y a une légende qui raconte que des géants de pierre vivent dans les territoires du Nord. Et en fait, en abattant un de ces géants, on peut récupérer ce qu'on appelle le souffle. Donc c'est pour ça que c'est le souffle du géant, pour ressusciter un être défunt. Et en fait, moi, ce que je trouvais... ce qui me questionnait en faisant ça, c'est comment on fait, jusqu'où on peut aller dans les thématiques qui peuvent être violentes ou qui peuvent être difficiles pour les enfants, donc comme le deuil et tout. Et j'essayais de réfléchir à comment montrer ça. Et parce que j'ai l'impression que en BD, c'est... Même quand on est enfant, au final, on peut ressentir et lire des choses difficiles, quoi. Des choses plus difficiles. Donc, là, le but, pour moi, c'était de parler du deuil. Qu'on comprend pas tout de suite. Enfin, c'est pas au départ. Ouais, c'est ça. Au début, ce que je voulais faire, c'était vraiment un truc à la fois plaire et instruire, on va dire, quoi. Mais c'est faire un truc divertissant, donc avec de l'aventure, de la bagarre et tout, des mondes à explorer, et en même temps essayer d'apporter cette thématique un petit peu en filigrane, quoi, du deuil et de la mort, comment on se reconstruit après la mort d'un des parents, par exemple. Et voilà, en fait, j'essayais de me mettre à la place, de me rappeler quel lecteur j'étais quand j'avais donc l'âge pour lequel j'ai fait cette BD, donc à partir de 10 ans. Et au final, j'étais assez friand même de trucs pour adultes, où la violence pouvait être plus crue que ce qu'on crée pour les enfants. Et donc voilà, c'était une question en fait, qu'est-ce que je pouvais montrer, et je pense que on peut parler de ces choses-là en fait. Le deuil, c'est assez tabou dans notre société, enfin la mort, la représentation de la mort, comment on meurt, pourquoi. Et donc voilà, j'ai essayé peut-être un petit peu de démystifier ça avec ma BD, quoi.
Mais donc justement, on parle du deuil, de la mort, des thèmes pas très rigolos. Non, on commence bien l'après-midi. Et moi, alors, je reprends ma fonction de libraire. Et souvent, quand on me demande, voilà, une bande dessinée, j'ai une bande dessinée à offrir à quelqu'un, et souvent mes premières questions, c'est Est-il vivant? alors déjà, est-ce que l'enfant est vivant? Mais surtout, quel âge? C'est toujours quel âge? Parce que on confie pas quand l'enfant il a 6-7 ans, on peut pas enfin je peux pas lui proposer une bande dessinée trop littéraire et trop dure. Est-ce que vous justement dans le processus de création, est-ce que vous vous posez la question, j'ai envie d'écrire une bande dessinée ou un texte plutôt pour des ados, plutôt pour justement plutôt pour des primaires, enfin des gens de 10 ans, des enfants de 10 ans ou pas? Donc Tom, il nous a dit que justement lui, il a écrit une bande dessinée qu'il avait envie de lire quand il avait 10 ans, mais est-ce que c'est une question un peu récurrente dans votre travail? Ouais, il y a longtemps, ça fait longtemps qu'on a arrêté, hélas, on a fait une BD avec José Luis Minuera qui s'appelait Nevis, qui était un spin-off justement de Sillage. Ouais. Et je me souviens que le tome 2, par exemple, qui est très sautillante, José Luis, c'est un super dessinateur, vraiment c'est vivant et tout ça. Et c'est vrai que le thème, c'est l'histoire d'une créature qui, comme une araignée, dévore le mâle après qu'elle a été en gros, c'est fécondé, c'est très bien, c'est bien mieux. Et donc on a fait l'histoire d'une créature qui a une conscience comme ça, qui est une femme et qui, en tout cas une femelle, et qui tombe amoureuse d'un mec et qui sait que, enfin de son espèce, et qui sait que si elle va jusqu'au bout, elle va être obligée de le tuer. Donc c'était une BD pour enfants, mais c'est intéressant de raconter ces thématiques-là, de se poser ces questions, de donner des cas de conscience aux enfants. Finalement, la raison pour laquelle souvent les histoires pour enfants peuvent être un peu plus niaises que ce qu'ils auraient envie de lire, je dirais que c'est parce que en fait, c'est les parents qui les achètent. Ah oui. Donc il faut rassurer les parents, mais je pense pas être le seul. À 12 ans, j'ai regardé des films d'horreur comme Evil Dead. À l'époque, on avait des VHS. J'allais louer tout ça. Et c'était cool, donc ça m'a sans doute traumatisé, mais finalement c'était bien. Donc je me souviens très bien d'Excalibur que j'ai vu au cinéma à une période où je comprenais rien, mais il y a des scènes dont je me souviens très bien. Donc c'est un peu fascinant quand on est enfant en fait. Voilà, et c'est génial. Voilà. Donc c'est ça qu'on a envie de raconter, je pense, en tout cas pour ma part. Ouais. Oui, puis je pense que c'est justement la question de la mort, elle est, vous disiez tabou, mais je pense qu'au-delà de ça, au-delà même du tabou, c'est que quand il y a une mort dans une famille, c'est difficile pour les adultes qui sont impactés par cette mort, qui sont souffrants, d'en parler peut-être justement à ce moment-là. Enfin, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis que c'est souvent difficile, et que justement peut-être le livre, la bande dessinée, le roman, la bande dessinée, peuvent justement permettre d'aller là où les adultes ne peuvent pas aller à un moment donné, quoi. Je pense que c'est vraiment important, cette fonction aussi-là. Ça peut être un support, ça peut être un support de dialogue en fait. Oui, et puis ça peut être même juste une façon d'avoir une... On est des adultes, nous qui écrivons, c'est aussi une voix d'adulte. Qui vient parler à des enfants, enfin, ou à des jeunes. Et ouais, c'est vrai que on se rend bien compte aussi qu'il y a des succès de librairie qui sont voilà, qui font un peu frémir. Moi je pense forcément à Seul aux éditions Dupuis, où voilà, c'est une série qui fait peur puisque ce sont des enfants qui se retrouvent seuls. Il est vrai que braver l'interdit, ça c'est quelque chose qui a toujours été importante dans la construction de l'adulte. Donc c'est sûr que il faut trouver voilà, mais c'est toujours la question de la limite, parce que comme justement disait Jean-David, c'est les parents qui achètent, et souvent
ça arrive. Les acheteurs disent ah bah non, pas ça. Même si c'est formidable, enfin de mon point de vue de libraire, c'est le livre qu'il faut. Et toujours essayer de trouver. Pareil, c'est aussi le travail du libraire de trouver les bons arguments. Mais c'est jamais évident. Enfin voilà, de trouver. Non, mais c'est vrai que par exemple pour Irena, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à Angoulême pour la sortie du premier tome. En fait, j'avais vu des gens d'un site de BD qui me disaient oh mais non, mais c'est pas pour enfants, moi je peux pas le faire lire à mon enfant qui a 10 ans. Et puis juste après, une journaliste de France Inter qui disait mais c'est génial, je l'ai lu avec ma fille il y a 10 ans, elle a trouvé ça génial. Donc je me dis que ça dépend plus des parents que des enfants, en vérité. Même s'il faut les lire avec les enfants, c'est pas des choses qu'on peut leur laisser dans les mains parce que ouais, voilà. c'est compliqué. Mais cela dit, je connais pas un seul gamin qui a envie d'être plus petit qu'il n'est. Tous les gamins ont envie d'être plus grands qu'ils ne sont. Donc quand on est gamin, on a toujours envie de lire des trucs pour les plus grands. C'est logique, finalement. Quand on a 12 ans, on n'a pas envie de lire des livres pour 8-12 ans. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas envie. J'ai une question par rapport à la scène, du coup, vous avez décidé de cadrer que les pieds. Vous vous êtes dit, c'est pour les enfants, ça risque d'être trop choquant pour eux? Non, je me suis dit, ça risque d'être trop choquant pour tout le monde. D'accord. Parce que voir tous ces gens sortir de chez eux, être mis à poil et puis assassinés au bord d'un truc, moi j'en ai vu des films là-dessus. Je suis allé au musée juif de Varsovie, on a fait tout ça. Toutes les images des Einsatzgruppen, elles sont quand même solides à regarder, même pour les grands. Et finalement, je pense que c'est tellement insoutenable dans le fond que ça servait à rien de le montrer. On a compris quoi, on a compris. Mais je pensais naïvement que ça passerait, mais non. Pourtant, je suis difficile à choquer, mais même moi j'ai eu du mal. Ouais, mais c'est dur de trouver la limite en fait. À partir de quand c'est trop choquant et à partir de quand ça dessert l'histoire du coup. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ce que vous disiez, c'est que le dessin, la facture du dessin a une incidence énorme. Sur. C'est complexe d'ailleurs parce que plein de lecteurs, on va dire sérieux, c'est-à-dire ceux qui lisent, j'en lis aussi, mais des westerns ou de l'heroic fantasy, qui sont des lecteurs sérieux comme ça, on va quand même pas lire des BD pour enfants, on n'a plus l'âge. En fait, du coup, ils voient certaines BD jeunesse entre guillemets, mais comme des choses pas sérieuses en fait, et en fait peut-être que à cause du dessin finalement, et ils aimeraient bien avoir un dessin réaliste, et il y a plein de gens qui disent c'est inadmissible de parler de la Shoah, de la guerre avec des dessins comme ça, mais en fait parfois je pense vraiment que c'est le seul moyen de le faire passer d'une manière honnête quoi. Donc c'est pas que le dessin réaliste soit mauvais, mais c'est vrai que parfois j'ai la chance de travailler avec quelques bons dessinateurs réalistes comme Dominique Bertheil ou des gens comme ça qui sont formidables, mais on peut pas raconter les choses de la même manière. Donc c'est là que c'est intéressant aussi parfois d'aller dans quelque chose de plus symbolique au niveau dessin. C'est vrai que David Évrard, il dessine les yeux, c'est un petit trait vertical pour chaque œil, et en fait il réussit quand même à faire passer l'émotion. Ça c'est génial. Et alors aussi, donc tous les trois, ce sont des héroïnes que vous avez, donc que vous avez écrit. Pourquoi? Pourquoi? C'est un peu idiot, mais c'est. C'est une chance sur deux en fait. Ouais. Non, plus aujourd'hui, on peut plus dire ça. Attention, une chance sur deux aujourd'hui. Attention. Non. Mais moi, je me suis demandé en fait quel sexe donner à mes personnages. Je me suis posé la question. En fait, je me suis rendu compte que dans tout ce que j'avais fait avant, même si c'était des petits trucs papouillés, machin, mais j'avais toujours tendance à faire des personnages comme moi, quoi, genre des hommes qui me ressemblaient même. Avec un casque? Pas avec un casque, parce que j'ai pas toujours le casque sur ma tête, avec des lunettes, ouais. Et puis j'ai vu les statistiques des personnages qui sont en général beaucoup plus masculins dans toutes les œuvres de fiction. Et je me suis dit, bon allez, on va essayer de faire des filles, voir se mettre à la place des filles, et essayer de faire bouger un peu cette statistique peut-être. Je me suis posé la question, ouais, c'est vrai. Parce
Parce que, alors justement, moi, alors toujours ma casquette de libraire, je me suis rendu compte que les lectrices étaient beaucoup plus curieuses que les lecteurs, enfin notamment dans le jeune âge. C'est-à-dire que une jeune lectrice, elle se fiche que ce soit un garçon ou une fille, l'héroïne, tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas d'un petit gars qui veut qu'il y ait un petit gars qui suive qui suivent l'aventure. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez enfant, c'est un peu cette histoire pas de genre, mais voilà, d'identification. Moi, je me souviens que oui, il fallait en effet qu'il y ait un petit gars qui vivait des aventures, des trucs que je pouvais pas faire. Mais il fallait toujours dans les BD d'aventure des années 80-90, que ce soit d'ailleurs un occidental qui aille dans un pays pour découvrir le pays. Ouais, jamais l'histoire de quelqu'un d'un pays, il fallait toujours passer par ce filtre-là. Cela dit, c'est parfois pas si bête, puisque quand on essaye de faire un truc sur la Chine et qu'on connaît pas la Chine, il y a peu de chances pour que ça y ressemble. Donc c'est vrai qu'un point de vue extérieur est de temps en temps pas mauvais. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens pas vraiment, mais c'était quand même dans la BD de toute façon un monde plus de mecs. Donc je lisais fatalement des trucs où il y avait plus de héros, quoi. Ah, et puis après, je crois que j'ai raconté finalement plus de BD avec des héroïnes qu'avec des héros dans le fond. Donc entre Nevis, Naja, bon, Irana, j'avais pas le choix, j'allais pas lui changer le truc, ça c'est pas possible. Mais là maintenant, Madeleine Riffaut, bon, je la connais pour de vrai, donc je sais que c'est une fille. Mais ouais, je crois que j'ai raconté beaucoup d'histoires avec des filles, mais je saurais pas dire pourquoi. Ouais, c'est un peu le hasard. Enfin, pas le hasard, mais voilà. Il doit y avoir un truc, quelque part, mais je sais pas lequel exactement, mais ça m'intéresse, quoi. Moi, c'est pareil. Ouais. En fait, on n'a pas trop le choix parce que moi, je lisais beaucoup de shonen et tout, de manga. Donc, à chaque fois, c'est des jeunes garçons de 12-13 ans. Donc, c'est très rarement des filles. Donc, mais en soi, j'étais pas forcément attiré moi par les trucs des garçons parce qu'il y avait forcément des œuvres qui me plaisaient. Par exemple, tous les films de Miyazaki, c'est beaucoup d'héroïnes, de filles, donc ça pose pas de problème. Je ne dis pas ah non, c'est une fille, je peux pas m'identifier à elle, au contraire. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment juste ce qu'on nous propose. Il y a quand même un peu plus de garçons, quoi. Donc on a plus tendance à lire des choses avec des garçons. Justement, pour parler d'identification, et moi je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'identification, dans un scénario, c'est le cas de conscience, plus le choix. Et finalement, il est à peu près le même chez un garçon ou chez une fille, donc je pense qu'on est avec les personnages parce qu'ils ont des questions, des questions auxquelles répondre, et on espère qu'ils vont répondre comme nous, et s'ils répondent pas comme nous, on voit les conséquences de la chose. Et pour moi, que ce soit un garçon ou une fille, ça change. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai un exemple qui vient en tête. C'est juste la série Lou, en fait, qui parle de problématiques de petite fille qui grandit, qui devient adolescente. Et en fait, même moi, de lire ça me dérangeait pas. Je me disais pas, ah non, c'est un truc de fille. Ouais, c'est vraiment comme disait Jean-David. Il y a des problématiques. Ce personnage a des problèmes, elle doit les résoudre. En fait, c'est juste ça qui est fascinant, quoi, qui donne envie de lire la suite. Et justement, Tom, tu parliez des mangas, c'est un support. Enfin voilà, c'est un genre maintenant dans la bande dessinée bien instauré, hyper intéressant parce que éclectique. Chaque personne peut trouver son manga. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon métier. Il y en a sur tous les sujets, des mangas de pâtisserie, de baseball, de ce que tu veux. Et justement, vous êtes lecteur encore maintenant de manga Ouais, toujours de temps en temps, de moins en moins. Avant, comme dit, je lisais beaucoup tout ce qui était shonen, les Dragon Ball, les Naruto, les Shaman King, tout ce qui est classique. Et puis maintenant, je lis plus des seinen, du coup, des mangas pour adultes, et je découvre un petit peu les Tezuka, avec les Phoenix là qui ressortent, qui sont pas mal. Donc j'en lis toujours, et d'ailleurs, je vois au niveau de mon style un petit peu, ça m'a pas mal influencé au niveau tout ce qui est scène de combat. J'essaie toujours de donner un truc dynamique. Il y a vraiment ce truc qui m'a marqué, ouais. Regardez, c'est la tête de mon Astro Boy
C'était un tome qui s'est cassé pendant le tremblement de terre de Fukushima, parce que j'étais à Tokyo, moi, à l'époque. Ouais. Donc j'étais pas... J'avais pas de chance. Les étagères ont bougé de plus d'1 mètre, alors pourtant elles étaient bien... Et donc, elles étaient bien remplies. Et j'ai Pourtant, Astro Boy est censé être solide. Ouais, mon Astro Boy, quand même, qui est quand même le symbole de l'énergie nucléaire bienveillante, hein, donc, qui s'est cassé. Donc oui, évidemment, les mangas, c'est pas pour rien que j'habitais à Tokyo, j'en lisais. J'ai essayé d'en lire le plus possible et d'en faire publier pas mal. Comme la collection Sensei chez Kana, ça c'était mon initiative au tout début. Donc tout ça, c'est des choses qui sont super intéressantes pour moi. Le manga, finalement, décrypte plus la société japonaise que la bande dessinée française décrypte la société française. Donc c'est toujours plus, entre guillemets, social, le manga, ça dépend de ce qu'on veut lire. Et donc, forcément, c'est vraiment intéressant. Et vous, Julia Eh bien, je crois que je ne vais pas avoir grand-chose à dire parce que je ne lis pas vraiment de manga. C'est vrai. Il faut trouver votre libraire qui va vous dire ce voilà, manga. C'est ça. Il parce faut que faire vraiment... mon éducation, là. Non. C'est sûr. Justement, on me fait remonter une question pour revenir un peu sur les tabous. On me dit dommage d'empêcher les enfants de découvrir. Les parents auraient-ils peur d'avoir à répondre à des questions auxquelles ils ne veulent pas apporter de réponse? Donc justement, est-ce que la bande dessinée doit forcément apporter des réponses à des thèmes de société où justement elle peut en questionner encore plus, j'ai envie de dire. Moi, je pense que elle vient pas donner de réponse, elle vient donner des éclairages peut-être à certains moments, elle vient poser d'autres questions, elle vient faire découvrir aussi. Après, je ne sais pas si elle a des réponses à donner. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on est... Mais sûrement ce qu'on peut faire, c'est donner des pistes de réflexion, donner des éléments, des éclairages autres. Je pense que la BD, elle doit rien. Il n'y a pas d'obligation dans une bande dessinée, c'est aussi ça qui est pas mal. Donc elle doit rien du tout. Mais je me dis que quand on fait un livre, parce que je me souviens d'une cousine que j'adore, j'avais déjà fait quelques bandes dessinées et qui m'a dit un jour quand est-ce que tu fais un livre? Ça m'a fait rire, donc je suis obligé de dire quand même que la BD c'est un livre. Ouais, ça je leur dis encore aussi beaucoup à la librairie, les bandes dessinées sont des livres. Voilà, et donc quand on fait un livre, quel qu'il soit, je pense qu'on a quand même quelque chose à dire. Donc si on a quelque chose à dire, autant le dire. Donc de la manière qu'on veut, mais je sais pas, je sais pas si ce serait étrange d'avoir envie de faire un livre en n'ayant rien à dire. Ouais. Donc ça peut être important ou pas important, peu importe, mais c'est au moins qu'on donne son point de vue sur quelque chose. Voilà, ça me semble important et c'est la seule chose qu'on devrait faire, je dirais. Même si on n'est pas forcé, puisque la BD doit rien faire de spécial. Non, parfois la bande dessinée, elle peut juste divertir, un bon divertissement. Ouais, ça peut divertir. Après, je pense qu'il doit y avoir certains auteurs qui se disent que leur BD peut avoir un impact sociétal en traitant tel sujet. Pourquoi pas? Ça peut être... Enfin, pour moi, il peut y avoir plein d'approches. On peut juste vouloir faire une BD pour divertir. On peut vouloir faire une BD en ayant envie de parler de choses. Donc, de fait, ça va parler de sujets de société, ou ça va nous permettre, ça va permettre au lecteur de se mettre à la place d'autres personnes et d'améliorer, on va dire, enfin d'agrandir leur empathie. Ou on peut avoir envie de faire société en faisant une BD, en parlant de sujets qui nous semblent importants, quoi. Mais je pense que ça se fait assez naturellement, en fait. On va aller parler des thématiques qui nous questionnent, et donc on va forcément questionner le lecteur en faisant une œuvre qui parle de ça, quoi. Oui, ça se fait naturellement, c'est bien. Et puis de toute façon, je pense qu'en bande dessinée, qui est quand même la grosse force de la bande dessinée, c'est que personne, a priori, ne lit une BD en étant forcé de le faire. C'est pas comme Le Rouge et le Noir, qui est un bouquin formidable, mais je l'ai découvert des années après qu'on m'ait forcé à le lire à l'école, où je l'ai jamais lu, évidemment. Donc tant qu'on nous force pas à lire une bande dessinée ou n'importe quel livre, finalement, on le regarde avec... c'est du plaisir. Et donc, on est plus réceptif à ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas mal je sais pas, essayer de faire réfléchir un tout petit peu les gens. C'est pas obligé d'être très important, mais c'est au moins de glisser comme ça de temps en temps une petite remarque qui peut faire avancer la réflexion d'un lecteur. S'il y en a un sur 1000, c'est déjà pas mal. Et le reste, ils liront une bonne aventure, un truc sympa, et c'est bien comme ça. C'est déjà bien. Toujours essayer
de faire des gens meilleurs une fois qu'ils aient refermé le livre, presque. Ouais, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours, non. Est-ce qu'on peut rendre les gens pires? Ouais, mais je crois que ça doit être plus facile. Ouais. Ça doit être plus facile de rendre les gens pires. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, je pose que des questions qui m'intéressent. C'est toi qui dis, donc. Ouais, c'est comment on travaille. J'ai toujours eu cette fascination. Moi, j'ai pas de talent pour écrire, pour dessiner ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai fait libraire, pour être au plus près de la création. On a eu un aperçu de comment travaillait Jean-David quand on a fait les tests. Est-ce qu'il y a... Avec ma très belle peluche que j'adore, d'ailleurs à Tokyo. Et est-ce que y a une journée type quand on est autrice qui veut se lancer sur cette question toute Moi, je suis chaud. Ouais. Journée type, en fait, ça dépend. Bon, du coup, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus parce que avant de faire ma première BD, là, j'ai fait plein d'autres petits boulots. Mais là, pour cette BD, du coup, ça a été progressif la charge de travail, vu qu'au début, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais un autre boulot à côté, quoi. Et en fait, c'est une histoire qu'au début, j'avais écrite pour un ami à moi qui m'avait dit ouais, écris-moi une histoire, j'arrive pas à écrire, mais je sais dessiner, donc écris-moi une histoire. Puis au final, il l'a jamais fait, donc je me suis dit que j'allais la faire. Et en fait, comment je me suis organisé, en fait, c'est très difficile au début de se donner une rigueur de pas être en peignoir toute la journée et de devoir s'astreindre à un truc carré, quoi. Et petit à petit, en fait, juste par habitude, je pense, c'est parce que, enfin, c'est un peu un mythe, le truc de l'artiste qui va avoir l'inspiration divine, qui va créer le truc. Pour moi, il y a vraiment une putain de discipline à avoir, et je me cadre des heures de travail précises, je me force à me poser. Après, ça marche plus ou moins bien, mais je pense que enfin, en tout cas pour moi, petit à petit, au bout de quelques semaines, ça devient plus naturel et plus facile, de plus en plus facile au final de se faire violence soi-même et d'être son propre patron. Et en fait, c'est ça qui est dur à trouver et qui est dur à accomplir, c'est vraiment de réussir à se motiver tout seul, alors qu'on a eu toujours l'habitude d'avoir des profs qui nous disent fais ci, fais ça, ou un patron qui nous dit aujourd'hui t'as telle tâche, t'as ton boulot qui est 35 heures par semaine défini tant d'heures par jour. Là, c'est vraiment... enfin, Julia et Jean-David, vous devez avoir... ça doit être bon maintenant, vous devez avoir votre méthode, mais moi, je sais que ça a été dur à trouver, quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi. C'est le travail, il n'y a pas trop de mystère, donc moi, je crois que j'aime ça, donc ça me facilite les choses. Je dis pas qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de faire autre chose, mais je crois que j'aime vraiment ça, m'installer et bosser et y passer des heures. Et voilà, enfin, je peux y passer des journées, ça me pose pas de problème. Et puis il y a des jours où j'ai envie d'autre chose et je fais autre chose. Mais c'est vraiment dans le travail et dans la durée que ça se passe, quoi. Enfin, en tout cas pour moi c'est comme ça. Puis moi j'écris des romans aussi, donc j'ai aussi cette pratique d'écriture vraiment dans la durée. Hein. Et je crois que c'est là que je me trouve, bien. Ouais, Et justement, vous, Jean-David, vous avez plusieurs projets en même temps en tant que scénariste. Est-ce qu'il y a une sorte de planning d'emploi du temps? Lundi, c'est ce projet-là, mardi, c'est ce projet-là, ou je me fourvoie complètement Non, je suis totalement inorganisé comme garçon. Mais en fait, je sais pas du tout quand je travaille, en fait. Enfin, je sais bien quand j'ai fini d'écrire des planches, s'il faut que je livre des planches à un dessinateur, je sais bien quand je les écris, à quelle heure je commence et à quelle heure je termine. Mais quand j'écris les planches, c'est que je sais déjà à peu près ce qu'il va y avoir dedans. Donc, c'est pas, il est pas là le travail. Enfin, il est là aussi, mais c'est là où il se voit, on va dire. Mais il n'est pas là tout le temps, mais c'est bien, c'est super, parce que quand je fais une sieste, je peux dire que je travaille, ça c'est pratique quand même. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir, en tout cas en tant que scénariste, quand est-ce qu'on travaille. On voit bien, on se fait engueuler quand on est en retard pour le dessinateur, c'est sûr. Mais c'est à peu près le seul truc. C'est vrai que moi, mes horaires, c'est quoi? Ça dépend des jours, mais on va dire 9h30 du matin. Je me mets dans mon canapé avec ou sans peignoir et j'ai un super truc Ikea là, qui est une sorte de bureau que je mets sur mes genoux et puis je mets la télé et puis j'arrête à 2h du mat. Mais je sais pas, des fois je vais manger quand même.
mais je sais pas combien de temps j'ai travaillé. Je vois bien combien de temps je suis resté devant mon ordi, mais c'est à peu près tout ce que je peux en dire finalement. Donc oui, c'est assez flou finalement. Mais bon, finalement, je dois arriver à travailler suffisamment. L'année dernière, ce qui est sorti, je pense que ça va. Oui, c'est pas mal. Un peu trop. Et justement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Bon, alors, Tom, toi, tu viens de terminer, enfin, si pas tout à fait terminé. Ce soir, j'ai fini, ou demain, j'ai fini. Bravo. Il faut que je relise le PDF et c'est fini. Et ça part à l'impression. C'est ça. C'est ça. Julien, vous? Alors, moi, je suis en train de travailler sur une BD avec Jérôme Ruillier, avec qui j'ai déjà fait une autre BD, La beauté du monde, qui paraît à la Grume. Et on est en train de travailler dessus, et tous les deux, on travaille un peu de façon... Enfin, je pense qu'on travaille toujours de façon singulière avec quelqu'un. Donc, c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais on a beaucoup parlé. J'écris, il lit, il me fait des retours, il fait des planches. Et on avance comme ça en aller-retour tout le temps. Alors bon, j'ai fait un synopsis, mais on se donne plein de liberté pour travailler et pour se critiquer, pour se remettre en question, pour aller titiller l'autre là où ça l'enquiquine un peu. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, je suis en plein dans ce travail pour l'instant. Puis je suis aussi en même temps en train de finir un roman. Voilà. Et vous, Jean-David? Et moi, pour dire la question que tu avais posée tout à l'heure et à laquelle je n'avais pas répondu, pour le travail, je travaille normalement en atelier. On a fait un atelier, mais ça va, il est à 8 minutes de chez moi avec des copains. Mais là, pour cause de petits embêtements dont on entend parler à la télé pas mal, on l'a fermé depuis quelques mois, donc on ne peut pas y aller. Donc, parce qu'on a un copain qui vit dedans, donc on a envie de lui amener du stress. Donc voilà, j'aime bien aussi bosser en atelier, en fait, ou chez moi ou en atelier, c'est bien et ça permet de, comme disait Tom, de cadrer un petit peu le travail de temps en temps, c'est pas mal. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je prépare? Je fais une BD, j'en ai une là avec un dessinateur prestigieux qui s'appelle Pablo Picasso, qui est relativement connu. Et en fait, non, c'est pas avec lui, mais ça, c'est vraiment un dessin de Picasso de ma copine Madeleine Riffaut, dont je parlais tout à l'heure, qui a 96 ans et qui l'a bien connue, qui est une résistante parisienne. Et puis, avec mes copains de l'atelier, on sort des albums. Le Mois de Mort qui va sortir, qui est une histoire sur les histoires, sur comment on ment aux lecteurs sans qu'ils s'en rendent compte, en gros, pour simplifier. C'est ça le message de fond. Et puis là, je sors ma première BD porno qui s'appelle Gaijin sur le Japon dont je parlais tout à l'heure, donc qui est sur l'histoire d'une certaine catégorie de japonaises qui aime bien les étrangers, on va le dire comme ça. Elles sont pas nombreuses, mais comme c'est un pays où il y a beaucoup de gens, ça en fait quand même un petit nombre. Et puis c'est une espèce d'étude sur ce sujet-là avec du cul en plus dedans. Voilà, pour simplifier. Puis d'autres trucs, mais pour l'instant c'est pas mal. Pour l'instant, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je tenais à vous remercier tous les trois. Ouais, merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Merci à vous. Vous aussi, vous au revoir. Merci. Au revoir. Je voulais juste dire aussi, Jean-David, qu'il y a une exposition, Irena. Mais oui, on a fait, grâce à la ville de Reims, mais mon ancien pote de mon ancien atelier, Christian Leroll, et puis Brigitte, l'école qui s'en occupe, on a réussi à faire avec la mairie une belle exposition Irena, et puis on la prête maintenant, la mairie nous l'a donnée, donc elle circule dans les collèges, les lycées, et tout ça, c'est vachement bien, c'est un succès assez inattendu. Et si vous voulez voir plus sur Irena, il y a Arte là sur son site qui vient de poster une super vidéo qu'ils ont faite il y a quelques semaines, qui est super belle, qui dure 5 minutes, ça va, vous ennuierez pas longtemps, et c'est vachement bien. Julien, donc votre actualité récente, je me souviens plus bien. Un roman au nom de Catherine. Ouais. Voilà. Et puis un album jeunesse qui s'appelle Au fil de l'eau aux éditions de Pourquoi pas. Et puis la toute récente actualité, c'est celle-là.
Très bien. Et puis donc, toi, Tom, l'album du souffle du géant apparaître au mois d'avril chez Sarbacane. On va l'acheter. Ouais, oui, j'ai hâte de le défendre. J'ai hâte de le défendre et j'ai hâte de lire la suite surtout. J'ai lu que les 120 premières pages. Il reste que 30 pages après pour arriver au bout. Donc j'ai hâte de lire la suite. Donc merci encore. Après l'entracte qui est composé de petites vidéos, on va bientôt. Ça va être le tour de la deuxième table ronde qui est qui est sur les albums jeunesse. Pardon, excusez-moi, c'est la fin de l'émotion. En tout cas, c'était une grande première pour moi de présenter. Je vous remercie encore vraiment chaleureusement. Merci à merci vous. Aussi, merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir.